Frère Maxime, nous réunis dans nos papas, avec petit lac l'Esprit Saint. Amen. C'est pour bon Dieu papa qui gagne tout pouvoir. C'est pour pardonner péché non, pour mener nous dans la vie qui va jamais finir. Amen. Et c'est pour bon Dieu papa protéger nous pendant au cours de la route, côté nous dans marché, côté nous travail, et spécialement élève l'école qui a des difficultés actuellement là. Mais demande bon Dieu papa pour protéger nous, pour nous bonne protection au cours de la route. Et étant donné que on va faire notre petit bagay parce que normalement dans le moment ça qui est très important pour chaque monde au niveau des élections des élections américaines, c'est-à-dire comme je dis a fait 3 jours bien 4 jours depuis l'élection américaine en fait mais résultat pour Kokabaye mais normalement il y a une avance avec résultat par Joe Biden. Par Joe Biden, mais Trump toujours a fait des accusations contre le conseil électoral parce qu'il dit collège électoral là, c'est fait magouille, fait tricher, voler, voter, tout ça. Mais étant donné que je ne vais pas faire entendre un bagage, je ne vais pas faire entendre quelques explications, mais maintenant c'est en français, ok? Porter attention pour nous entendre bien qui ça et président qui ça que Joe Biden lui-même lui pourra dire mais c'est en anglais on a une traduction on a une traduction en français pour nous ok pour qui ça le dit parole cette nuit appelant au calme et à la patience. Nous allons gagner cette élection avec une nette majorité d'une nation derrière nous. Nous avons obtenu plus de 74 millions de votes. Je vais le répéter, 74 millions de votes. C'est plus qu'aucun ticket présidentiel n'a jamais obtenu dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Nous voulons que tout le monde sache que dès le premier jour, nous allons mettre en œuvre un plan pour contrôler ce virus. Cela ne pourra pas sauver les vies qui ont été perdues, mais cela sauvera des vies ces prochains mois. Il est temps pour nous de nous rassembler en tant que nation pour guérir. Ce ne sera pas facile. Nous devons essayer. Ma responsabilité en tant que président sera de représenter la nation entière. Et je veux que vous sachiez que je travaillerai aussi dur pour ceux qui ont voté contre moi que pour ceux qui ont voté pour moi. C'est mon travail. L'élection est toujours suspendue à quelques États clés où le décompte des voix est encore en cours et la course est trop serrée pour déclarer un vainqueur. Donald Trump, de son côté, dénonce toujours un scrutin volé. La semaine aura été forte en émotions aux États-Unis et tant que le résultat n'est pas connu, les supporters des deux candidats à la Maison-Blanche continuent de se mobiliser. À Philadelphie, en Pennsylvanie, où 20 grands électeurs sont en jeu, face à face tendu la nuit dernière entre supporters de Joe Biden et de Donald Trump. Devant le centre de dépouillement de la ville, les partisans du candidat démocrate appellent le président sortant à reconnaître sa défaite, quand ceux du républicain dénoncent la prise en compte des bulletins de vote par correspondance. Tension également à Phoenix, dans l'Arizona, où le résultat est toujours incertain. Le dépouillement des votes se poursuit. 11 grands électeurs sont en jeu dans cet État clé, qui vote traditionnellement républicain, et peu de médias prennent le risque d'attribuer la victoire à l'un des candidats. À New York, des centaines de manifestants se sont rassemblés à Washington Square. Certains de la défaite de Donald Trump, ils commencent à célébrer la victoire de Joe Biden. Quand les
États-Unis auront-ils un nouveau président? C'est la question que vous vous posez sans doute, mais la réponse est honnêtement complexe. Une chose est sûre, lentement mais sûrement, Joe Biden se rapproche de la Maison-Blanche et quelques dizaines de milliers de bulletins vont peut-être faire la différence. En Pennsylvanie, Joe Biden devance désormais Donald Trump de 13 000 voix d'avance seulement. Une victoire du candidat démocrate en Pennsylvanie lui permettrait d'obtenir 20 grands électeurs. Mathématiquement, ce serait donc suffisant pour atteindre la majorité et accéder à la Maison-Blanche. Son avance ne cesse de s'accroître, plus les heures passent. Grâce au vote par correspondance, on vous en parle depuis plusieurs jours, ces votes lui sont favorables en grande majorité. Il en reste encore un certain nombre à dépouiller, plusieurs dizaines de milliers, mais surtout les règles de l'État indiquent aussi qu'un recomptage est possible si la différence est inférieure à 0,5%. Résultat également serré en Géorgie, où l'État va procéder à un recomptage des voix. Les règles le permettent. Si la différence entre les deux candidats est inférieure à 0,5% des votes, le démocrate dispose de 20 000 voix d'avance seulement. Joe Biden pourrait aussi atteindre la majorité en remportant le Nevada, où il a 20 000 voix d'avance sur la base de 88% des bulletins dépouillés. Donald Trump peut lui espérer peut-être remporter la Caroline du Nord, mais ce ne sera pas suffisant pour atteindre les 270 grands électeurs. Le président sortant qui continue de crier à la fraude, il soupçonne que des soi-disant bulletins illégaux soient pris en compte, mais où, quand? Eh bien, aucune preuve concrète ne vient étayer ces accusations. Rappelons donc simplement que la prise en compte de ces bulletins par correspondance est légale et prévue par les règles électorales, mais cette tentative de Donald Trump semble susciter l'inquiétude et le malaise aussi dans les rangs républicains. Vous voyez à l'instant un tweet de Mitt Romney qui disait que Donald Trump a tort de dire que l'élection a été truquée, corrompue et volée, et ce n'est pas la seule voix critique côté républicain à se faire entendre. Le discours du président hier soir m'a beaucoup dérangé, explique le sénateur républicain de Pennsylvanie, Pat Toomey, car le président a formulé des allégations très graves sans aucune preuve. Opa! Bonsoir à toutes et à tous. Joe Biden, toujours plus près de la victoire, avec plusieurs États qui basculent dans le camp démocrate, même si évidemment il faut rester prudent. Donald Trump, de son côté, dénonce des fraudes massives et promet des actions en justice. Quand connaîtra-t-on le nom du futur président des États-Unis? Que fera Donald Trump s'il est battu? Mais au fond, quel que soit le nom de ce futur président des États-Unis, Donald Trump n'a-t-il pas radicalement changé déjà d'abord l'ADN de ce parti républicain, mais aussi la façon de faire de la politique aux États-Unis, ou encore la place de l'Amérique dans le monde? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir Biden au finish, que va faire Donald Trump? Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Boniface, le directeur de l'IRIS, auteur de l'Atlas du monde global avec Hubert Védrine, c'est chez Armand Collin. Mélisse Sabel, vous êtes correspondante à Paris de la chaîne américaine CNN. En visioconférence, Nicole Bacharan, vous êtes politologue, historienne, spécialiste des États-Unis, auteur de First Ladies avec Dominique Simonet, c'est aux éditions Tempus. Et enfin, Olivier Piton, vous êtes avocat au barreau de Washington, essayiste, auteur de La Nouvelle Révolution américaine chez Plomb. Mélisse Sabel, d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire, en tant qu'experte de CNN, nous faire un petit point sur où est-ce qu'on en est dans cette élection? Ah oui, parce qu'on s'y perd un peu, hein, où la Géorgie bascule. Et ce qui rend la chose d'autant plus compliquée, c'est que c'est plusieurs États là qui sont encore en jeu et qui pourraient faire basculer l'élection dans un sens ou dans l'autre. Mais ce qu'on voit de plus en plus, ce sont des chiffres, on a regardé de très près la Géorgie, où c'était l'avance de Trump qui commence à être rattrapée par Biden, pareil en Pennsylvanie. En Arizona, c'est l'inverse. C'est Biden qui mène avec Trump qui le rattrape. Et la question, c'est de savoir, par rapport toujours à ce problème de votes électoraux, qui va franchir cette barre. Donc 270, bien sûr, on sait que Joe Biden s'en rapproche et
tout d'un coup, aujourd'hui, à un moment, on a arrêté de regarder très près la Géorgie, dont on attendait les résultats très vite, pour basculer sur la Pennsylvanie, puisque sans cet État, Donald Trump ne peut pas gagner, et on se rend compte qu'il reste une dizaine de milliers de votes à compter, et de plus en plus des votes qui vont dans le sens de Joe Biden très largement, puisque ce sont les votes anticipés, les votes postaux qui sont comptés maintenant, qui ont été très favorables aux démocrates par rapport aux votes qui étaient sur place. Si je comprends bien, parmi tous les États incertains qui ne sont pas encore définitivement tombés, celui qui pourrait tomber, c'est le gros lot qui s'appelle la Pennsylvanie, avec 20 grands électeurs qui basculeraient côté Joe Biden. Et sans lesquels Donald Trump ne peut plus arriver aux 270. Donc ce serait fin de l'histoire. Olivier Piton, est-ce que, imaginons alors que, est-ce qu'il y a un calendrier d'abord on pourrait savoir très tôt, et sinon est-ce qu'il y a une deadline, un moment où quelqu'un va siffler la fin de la partie? C'est toute la question, et c'est probablement toute la stratégie un petit peu maintenant jusqu'au boutiste de Donald Trump. Alors évidemment, oui, il y a une deadline, mais en fait il y en a deux. La première, c'est le 14 décembre, date à laquelle les délégués de chacun des États devront désigner officiellement le président des États-Unis. Et puis la deuxième date, c'est la fin officielle du mandat du président en exercice, c'est-à-dire le 21 janvier, date à partir de laquelle le nouveau président ou l'ancien président prendra ses fonctions. Toute la stratégie de Donald Trump, puisque Mélissa l'a dit fort justement, Joe Biden est en train de mener de plus en plus largement, même si le ratio reste extrêmement serré. Comme Joe Biden est en train de mener en Arizona, en Géorgie, dans le Nevada, en Caroline du Nord et en Pennsylvanie, on sent bien qu'aujourd'hui, la dernière chance, la grande stratégie de Donald Trump, ça va être de jouer la montre, de gagner du temps pour dépasser ces délais et entrer dans ce qu'on qualifierait de total inconnu, puisque le dernier exemple d'une situation pareille date de 1824, on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Nicole Bacharan, finalement, Olivier Piton le disait, ça pourrait nous mener jusqu'au début décembre où la Cour suprême, on se souvient en 2000, avait sifflé la fin de la partie. Finalement, ce qu'on vit en ce moment, on l'a déjà vécu, ça n'a peut-être rien d'exceptionnel. En 2000 aussi, l'élection avait été contestée, l'élection avait été très serrée. Finalement, est-ce qu'on a la mémoire courte et on oublie que ce qu'on vit là, qu'on croit hors norme, on l'a déjà vécu il y a 20 ans entre George Bush et Al Gore? Mais c'est vrai que dans cette élection, il y a des choses qui sont finalement banales, habituelles, et d'autres qui ne le sont pas. Ce qui est banal et habituel, c'est que ça prenne longtemps pour avoir les résultats de tous les États. C'est le cas en général à chaque élection, jusqu'à ce qu'on ait les résultats du 50e État. Ça prend parfois plusieurs semaines, mais la plupart du temps, sauf en 2000, vous le soulignez très justement, de toute façon le vainqueur a une telle avance que les résultats qui arrivent un peu tardivement ne changent pas le résultat du président, le choix du président, et on s'en occupe en fait pas beaucoup. Ce qui ressemble à 2000, c'est effectivement la multiplication des recours judiciaires. Donald Trump en a lancé beaucoup, il s'apprête à en lancer d'autres, et ensuite l'intervention éventuelle de la Cour suprême, qui, vous l'aurez remarqué ces jours-ci, ne se précipite surtout pas pour dire on s'en occupe, parce qu'il faut quand même pas mal d'éléments juridiques pour que ça devienne de la compétence de la Cour suprême. Alors en 2000, on avait un électorat divisé à 50-50, avec une marge extrêmement fine à la fin, et la Cour suprême qui, au bout de 5 semaines, a dit ben là, on arrête de compter, à un moment où George Bush avait une légère avance, quelques centaines de voix en Floride. La différence entre le 50-50 de 2000 et le 50-50 d'aujourd'hui, je pense que c'est l'hostilité entre les deux camps. On pouvait attribuer le 50-50 Bush-Gore au fait que c'était deux candidats assez ternes, qui ne suscitaient pas la passion, et au fond les électeurs étaient souvent indécis, et puis à force de hasard, eh ben c'est tombé à la moitié, ce qui est logique en mathématiques. Là, c'est autre chose. C'est pas le hasard, c'est vraiment des électeurs qui se sont mobilisés pour Donald Trump, qui le connaissent bien. C'est pas le candidat nouveau de 2016, et de l'autre côté, des candidats qui se sont mobilisés fortement pour Joe Biden, mais pas suffisamment pour donner raison au sondage, qui donnait à Joe Biden une avance de, en moyenne, 4 à 12 points d'écart avec Donald Trump. Bon, s'il a 1 ou 2 points d'écart à l'arrivée, ce sera vraiment le maximum. Donc il y a des ressemblances, mais je crois que la différence principale, c'est au fond cette séparation
politique, sociale, peut-être même sentimentale entre les deux camps. C'est vrai que ce que vous disiez, deux camps qui s'affrontent, et avec toutes les phrases sont permises, j'allais dire, je cite Donald Trump, si on compte les bulletins légaux, je gagne facilement. Et Donald Trump qui dit, donc il va engager des recours en justice, ce qui permet, Pascal Boniface, au monde entier de regarder ce spectacle un peu chaotique. On est surpris, la presse chinoise ce matin, au sujet de cette élection, écrit « La prétendue démocratie à l'américaine tourne à la farce ». Voilà, on voit la presse chinoise dire ça. C'est Xi Jinping pour l'instant qui est le vainqueur de ce scrutin dont on ne connaît pas le vainqueur officiel, parce qu'il triomphe effectivement. La Chine oppose toujours son modèle à la fois autoritaire et cohérent avec la démocratie qui serait chaotique. Là, effectivement, pour le moins que l'on puisse dire, c'est que le terme chaotique et le système américain sont tout à fait couplés. Et puis on regarde aussi ça d'un œil assez consterné dans les pays européens. On se dit quel allié on va récupérer, comment ça va se passer. Pareil au Japon. Tous les pays alliés des États-Unis sont consternés de voir la façon dont la démocratie est saccagée par Donald Trump, qui nie le principe démocratique. Nicole Bacharan faisait allusion au vote de 2000. En 2000, Al Gore perd de 537 voix dans l'État de Floride, dirigé par le frère de son adversaire qui gagne. Et il s'est pas battu plus que ça. Il ne va pas contester, c'est la règle, c'est comme ça, c'est la démocratie, il y a un vainqueur qui est désigné, alors que c'était très contestable, beaucoup plus contestable que la victoire que Biden va avoir. En Afrique, alors que l'ambassade américaine en Côte d'Ivoire a donné des leçons aux Ivoiriens pour dire attention, il faut bien respecter le scrutin qui a amené à Ouattara un troisième mandat, les Africains, donc, à qui on a souvent fait la leçon quand même en termes de démocratie, se disent si ce qui arrive ici aux États-Unis arrivait chez nous, on en ferait des gorges chaudes. Donc effectivement, c'est la démocratie américaine qui est attaquée par Trump. C'est ce qu'a voulu dire le New York Times ce matin, qui dans son éditorial disait Trump sabote son pays. Oui, Paul Krugman dit que les États-Unis sont un État failli, collapsed states. Effectivement, c'est une image catastrophique pour tous les adversaires de la démocratie. Se délectent de ce qui se passe. Mais ça fait bien de surligner sous cette pression venue de Donald Trump lui-même. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques de cette élection a été l'ordre dans lequel ça s'est déroulé, le calme. On est en pleine pandémie, on a parlé de 100 millions de votes anticipés. C'était un système qui n'était pas fait pour ça à la base. Ça s'est finalement très bien passé. C'est un peu long, mais ça on s'y attendait. D'ailleurs, les règles qui sont en place dans 22 États plus Washington prévoient que pendant plusieurs jours après le scrutin, les votes qui arrivent par la poste, qui auraient été postés le jour même, sont valables. Et finalement, les choses se sont assez bien passées sur le terrain. On finit par avoir des résultats, des projections assez certaines, assez rapidement. Ce qui est mis en place par Donald Trump depuis des mois, c'est une stratégie de dire ils ne compteront que les votes qui ont été reçus le jour du vote. Attention à ses partisans, il a dit aux républicains surtout de se déplacer, qu'il ne fallait pas faire confiance à la poste. C'était une stratégie finalement d'enlever de la légitimité à un système qui a bien tenu, et aujourd'hui on en voit le fruit. Il dit voilà les votes qui commencent, il le dit à chaque fois qu'il s'est prononcé, les deux fois qu'il s'est prononcé depuis le jour du scrutin, en disant voilà il y a ces exemples de fraude massive. Ce qu'il veut dire, c'est que cette stratégie qu'il avait de dire que les votes ne compteraient pas s'ils étaient arrivés près le jour même, encore une fois, qui sont contraires à la loi dans la plupart des États dont on parle, il continue de marteler ça. Mais en soi, le processus s'est déroulé dans le plus grand calme et pour l'instant, sans beaucoup d'erreurs. Alors 48 heures donc après l'élection, l'Amérique retient toujours son souffle et Joe Biden semble s'approcher, on l'a dit, un peu plus de la Maison-Blanche. De son côté, Donald Trump maintient ses accusations de fraude et demande toujours l'arrêt du décompte des bulletins non dépliés. Sujet de Pierre Millet-Belando et Christophe Roquet. Il est presque 15 heures française lorsqu'est officialisée la nouvelle. Des nouveaux chiffres nous arrivent de la très disputée Pennsylvanie. Une information de dernière minute. Joe Biden est en tête en Pennsylvanie de 5587 voix. Joe Biden prend la tête en Pennsylvanie et en Géorgie, bien que le dépouillement des bulletins se prolonge. En tout, 6 États n'ont pas encore finalisé leur décompte. Le candidat démocrate semble sur le point de réunir au moins 270 voix de grands électeurs, synonyme de victoire. Mais pour l'instant,
Pas d'annonce officielle côté démocrate, seulement cette déclaration du candidat Biden hier soir. Un appel à la prudence. Nous n'avons aucun doute qu'à la fin du dépouillement, Kamala Harris et moi-même seront déclarés vainqueurs. Je demande à chacun, à tout le monde, de rester calme. Notre processus fonctionne, le décompte se fait et nous aurons bientôt le verdict. Donald Trump, lui, serait encore loin d'accepter une éventuelle défaite. Il le martelait encore hier lors d'une conférence de presse. Sa victoire est en train de lui être dérobée. Je tiens à informer les Américains concernant l'intégrité de cette élection de 2020. Si vous comptez le vote légal, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, alors ils peuvent essayer de nous voler l'élection. Une allocution lors de laquelle s'est produit ce qui, jusqu'ici aux États-Unis, aurait été impensable. Nous arrêtons ce discours, car une grande partie de ce que dit le président est faux. CNBC coupe son discours et d'autres le condamnent. Signe de la confusion qui règne aujourd'hui aux États-Unis, Fox News, pourtant soutien traditionnel du président, reste aussi très prudente devant ces allégations de fraude. Je n'ai rien vu qui constituerait une fraude flagrante ou un abus du système. Peut-être que je l'ai raté, que Fox News l'a raté. Mais derrière les accusations, 4 recours en justice déjà déposés par l'équipe de Donald Trump, à chaque fois dans des États qui lui étaient promis et qui ont basculé lors du dépouillement des bulletins par correspondance. Dans le Wisconsin et en Géorgie, Donald Trump exige un recomptage des bulletins. Dans le Michigan et en Pennsylvanie, le dépouillement, selon lui, aurait dû s'arrêter plus tôt. Multiplication des procédures judiciaires, alors que sur le terrain, les tensions montent. À Las Vegas, défilé armé de Proud Boys, des milices d'extrême droite qui soutiennent Donald Trump. En Arizona, rassemblement de protestataires. Alors qu'en Pennsylvanie, les deux camps se font face. Les militants républicains reprenant presque mot pour mot les attaques de leurs candidats. Je veux que les votes du 3 novembre soient décomptés et rien après. Je ne veux pas des bulletins du 4 novembre, du 12 novembre, du 1er décembre ou du 19 janvier. Ils ne comptent pas, car s'ils comptaient, ils seraient arrivés à temps. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que chaque vote soit décompté. Pas de problème, du moment qu'ils sont légitimes. Et c'est bien ça le problème. Rarement l'Amérique aura semblé si divisée, alors qu'un communiqué officiel du camp républicain vient de promettre, je cite, que l'élection n'est pas terminée. Question téléspectateur. Y a-t-il déjà eu dans l'histoire des élections américaines un président censuré par certaines chaînes de télévision? C'est vrai, Mélissa Isabelle, on a vu ce qui paraît inconcevable, un journaliste qui coupe le discours du président des États-Unis d'Amérique. Absolument, oui, plusieurs chaînes l'ont fait. Nous, on a fait le choix de le laisser parler pour le fact-check derrière. Voilà, d'autres chaînes l'ont coupé, Fox News entre autres. Et je pense que c'est intéressant. Je ne vois pas d'autres exemples pour répondre à la question. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu de plus en plus. Les médias sociaux qui choisissaient de fact-check ou de mettre, soit de donner du contexte, soit de supprimer. Et puis maintenant, les chaînes de télé aussi, tellement on était dans l'irréel et dans le mensonge. Je pense que c'est la première fois. Le fait que Fox en fasse partie, je pense que c'est important. Des chaînes qui était un organe de propagande pour la plupart de sa présidence, qui cette fois-ci, et on le voyait depuis quelques mois déjà, commençait à s'opposer ou à faire son travail un peu plus de journalisme en alertant sur ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai. Et ces derniers jours, vraiment, pour le coup, avec beaucoup plus de force, le censure quand il le faut. Et c'est intéressant parce que c'est une bonne partie du pouvoir qui l'entourait. On ne sait pas encore ce que fera le reste du Parti républicain quand s'ils vont intervenir ou à quel moment ils vont se faire entendre pour dire ce qu'ils pensent de ces prononces, de ces déclarations antidémocratiques de la part du président pour l'instant. Pour l'instant, le fait que Fox change un peu de ton, c'est important. Nicole Bacharan, il y en a certains au sein du Parti républicain qui commencent à lâcher Donald Trump d'ailleurs. Mais oui, évidemment, vous avez des voix ici et là qui se font entendre d'anciens candidats comme Rick Santorum ou Mitt Romney qui ne sont pas suspects d'être des démocrates, même des démocrates secrets. Donald Trump est un homme
que le Parti républicain ne voulait pas, auquel il s'est rangé, contraint ou forcé ou par choix, un peu vil, si vous voulez mon avis, parce que Donald Trump avait gagné. Mais depuis 4 ans, Donald Trump les terrorise, il les humilie, il les insulte dès qu'il y en a un qui se rebiffe un tout petit peu. Et évidemment, ces gens-là, croyez-moi, ils ne veulent pas mourir avec Donald Trump. Je parle dans le sens de la mort politique. Et donc là, c'est vrai, dans ce que disait Mélissa sur Fox News, mais aussi au sein du Parti républicain, on voit bien qu'il y a un petit côté déjà, les rats quittent le navire. Si Donald Trump perd l'élection, c'est un homme qui sera très seul, qui aura vraiment très peu d'amis. Et il peut compter davantage sur ses soutiens les plus motivés, disons, dans le pays, dont on a vu quelques-uns dans le reportage. Tous les électeurs de Donald Trump ne sont pas prêts à en découdre dans les rues, bien loin de là, mais la plupart d'entre eux pensent que quand le président parle de fraude, il dit la vérité, mais ça, évidemment, c'est un très très grand danger pour le futur immédiat. Pascal Boniface, vous disiez tout à l'heure que finalement cette élection, le comportement de Donald Trump avait abîmé l'image des États-Unis dans le monde, au point qu'un journal chinois se permet de parler de la farce en parlant de la démocratie américaine. Quand on entend des médias américains couper le président des États-Unis, est-ce que vous diriez aussi que Donald Trump a abîmé la fonction de président aux yeux des Américains et par conséquent aux yeux du monde? Oui, parce que comme Mélissa l'a dit, c'est quand même une première dans l'histoire. Mentir à ce point-là et ne pas reconnaître sa défaite, mentir sur le résultat des élections et dire que forcément le candidat élu a triché parce qu'il ne peut pas avoir été élu sans tricher, parler de votes illégaux, de millions de votes illégaux. Et les Américains qui n'aiment pas le mensonge ne lui en sont pas gré? Depuis 4 ans, finalement, c'est ça quand même, parce qu'effectivement, aux États-Unis, le mensonge est moins pardonné qu'en France, normalement. Mais là, depuis 4 ans, Trump ment en permanence et les gens croient, avec la foi du charbonnier, il peut dire n'importe quoi, il croit en lui, il a un noyau de supporters, c'est pas tous les électeurs, mais il a un noyau de supporters qui, il avait dit lui-même une fois, je tuerais quelqu'un dans la 5e avenue, les gens croiraient quand même toujours en moi, parce qu'il a le verbe haut, que c'est une bête de scène, qu'il a promis monts et merveilles, et même s'il ne l'a pas réalisé, les gens croient en lui, et je crains que même s'il est battu, il n'y aura pas de président Trump, mais le Trumpisme va résister. On y reviendra sur l'héritage. Je pense que c'est pour ça que le moment est particulièrement dangereux, c'est qu'il est entendu, c'est que ses partisans le croient, et cette idée, plus ça traîne et plus on part dans des batailles judiciaires, plus ces mensonges peuvent impacter ce que pensent les uns et les autres et comment ils agissent dans la rue. C'est pour ça que l'équipe de Biden veut aller très vite. On pense que ces résultats, quand ils tombent, Como conseguir Wi-Fi super rápido onde e quando quiser em 60 segundos? Sont suffisamment convaincants, ils vont essayer d'aller très vite. Biden doit s'adresser à la nation aujourd'hui. On sait qu'il doit s'entretenir aussi avec le chef de file de la majorité républicaine au Sénat au bon moment, nous a-t-on dit. Et donc on sait qu'ils vont essayer d'agir rapidement justement pour que ça ne puisse pas déraper vers quelque chose de dangereux. Et justement, Olivier Piton, quand Donald Trump dit « je vais saisir les tribunaux pour constater, m'assurer qu'il n'y ait pas eu d'irrégularité », des irrégularités, quand on en cherche, on en trouve. Et je me dis surtout aux États-Unis, où on sait qu'il est un pays extrêmement judiciarisé, et où on connaît tous les histoires là, de McDonald's qui peut être condamné parce qu'un client, en sortant du McDo, a glissé sur une frite. Donc on se dit que, est-ce que cette victoire, il ne peut pas l'obtenir devant les tribunaux, Donald Trump? Alors il y a plusieurs choses. Premièrement, ça n'est pas la première fois que la presse s'oppose à un président. George Washington à l'époque avait subi, alors évidemment la télé n'existait pas, mais avait subi par voie de presse une campagne de diffamation absolument énorme. Et Andrew Jackson dans les années 1820 avait également perdu une élection du fait de la presse. Donc c'est finalement la prise, je dirais l'action sur le terrain politique de la presse n'est pas quelque chose de nouveau aux États-Unis, et là, en revanche, on en a un magnifique exemple. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur les Républicains, je vais répondre à votre question dans un instant, mais très rapidement, les Républicains, et je rejoins complètement Nicole, ils sont pragmatiques. Quelle est la situation? Ils vont probablement garder le Sénat. Ils progressent au sein de la Chambre des représentants. Ils ont la majorité à la Cour suprême pour au moins les 20 ou 30 prochaines années. Mourir pour Donald Trump, ça n'est pas forcément quelque chose d'évident pour un parti qui finalement s'en tire extrêmement bien.
Ça, c'est la partie négative, je dirais, pour Donald Trump. La partie positive pour Donald Trump, c'est que les républicains savent quand même qu'ils lui doivent le retour en grâce du vote populaire, qui avait déserté le parti républicain, le vote relativement important des votes latinos, des votes afro-américains qui avaient déserté le parti républicain depuis très longtemps. Les républicains progressent dans un certain nombre d'États, en particulier dans les zones de la Rust Belt, où avant 2016, ils étaient véritablement... Alors, on va revenir sur comment Donald Trump a changé le parti républicain, mais sur les chances que les procédures judiciaires puissent aboutir. Pour dire autrement, est-ce que Donald Trump n'a plus aucune chance de gagner cette élection américaine, ni dans les votes, ni devant les tribunaux? Alors, il a deux chances. Elles sont infimes et elles dépendront largement si vous voulez, de l'écart que Joe Biden va réussir à obtenir, en particulier dans les votes, dans les États bascules. Premier cas de figure, je vais très vite. Premier cas de figure, c'est la voie judiciaire. On est sorti de la séquence électorale, on entre dans la séquence judiciaire. L'idée, c'est évidemment de déposer des recours à la fois pour demander des recomptes. Les recomptes, ça ne change rien, ça ne va absolument rien changer, ça va à peu près modifier 150 bulletins de vote sur lesquels on s'est trompé, mais l'idée, c'est de gagner du temps. Deuxièmement, il va se battre, ce que disait Mélissa avec justesse tout à l'heure, sur la problématique des votes par correspondance qui sont arrivés avant le 3 novembre, mais qui n'ont pas pu être comptabilisés. Et là, il y a des règles, je rappelle que chaque État a sa propre règle électorale, et donc les équipes de Trump sont en train de demander le respect strict des lois électorales de chaque Donc il y a État. une brèche juridique là. Absolument. Je rappelle que la France s'est débarrassée du problème par la loi de 1975 et a exclu les votes par correspondance, tout simplement parce qu'il n'était pas possible de prouver forcément le contrôle, ce qui est toujours intéressant. Et deuxièmement, une phrase, la voie évidemment politique, ce qui s'était passé au XIXe siècle, et c'est la voie qu'a annoncé le fils Trump il y a 2 jours, c'est-à-dire saisir le Congrès, réuni en délégation, pour au bout du compte faire élire envers et contre tous Donald Trump. Les chances sont extrêmement faibles, voire même infimes, mais elles ne sont pas nulles. Nicole Bacharan, comment se fait-il? En fait, tout le problème vient de ce que les votes mettent pas mal de temps à arriver, et Donald Trump dit, mais non, les votes arrivent trop tard, 6-7 jours après, ça laisse le voie à des manipulations. Comment se fait-il qu'au pays des gamins... Era noite quando Ana ouviu gritos e o barulho das metralhadoras. No escuro. Où on sait tout en instantané, on n'arrive pas à organiser quelque chose qui paraît assez simple, c'est vous êtes pour Biden ou pour Trump. Vraiment, on se dit que l'Amérique est la terre de tous les contrastes. Ça, c'est vrai. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. Mais le fait est qu'il ne suffit pas pour un électeur de dire je suis pour Biden ou je suis pour Trump. Les électeurs américains, le 3 novembre, ils devaient se prononcer sur beaucoup de postes. Les juges, les shérifs, les élus locaux, le Congrès, les législatives, sans compter parfois les conseils scolaires, des dizaines et des dizaines de référendums. Donc ces bulletins, ils sont compliqués. Que l'on soit devant une machine à voter, un ordinateur en quelque sorte, où c'est enregistré immédiatement, ou que ça se soit passé par la poste, où là c'est du papier, avec parfois plusieurs pages. Donc ce que je voudrais souligner, ce sont 2 choses, très rapidement. La première, c'est que quand on entend un jeune électeur dans le sujet dire « ce qui compte, c'est les votes du 3 novembre », non, c'est pas vrai. Ce qui compte, ce sont les votes qui ont eu lieu jusqu'au 3 novembre inclus, et le cachet de la poste faisant foi. Et ensuite, à charge pour les États d'accepter encore pendant quelques jours les délais de la poste, donc, qui peut livrer ces fameux bulletins en 2, 3, 4, 5 jours. Ce sont les États qui fixent cela, et jamais ne donnent des délais, évidemment, de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que, bon, évidemment, c'est facile de se moquer de la démocratie américaine attaquée par son propre président quand on est, par exemple, le chef du Parti communiste chinois, mais il y a aussi, et Mélissa le disait un petit peu tout à l'heure, un aspect aussi franchement très touchant dans cette démocratie américaine. Il faut voir à quel point les gens sont patients, ils ont voté, ils attendent, et dans les bureaux de vote, vous avez des gens qui sont pour la plupart des bénévoles, des volontaires, qui scrutent chaque bulletin un par un pour bien vérifier qu'il est conforme, que l'intention de l'électeur est claire, et ces gens-là, ils n'ont rien à gagner, ils veulent juste défendre leur démocratie,
et être sûr que chaque voix compte. Donc tout n'est pas perdu, même si c'est une démocratie effectivement qui a reçu beaucoup de coups dans les dernières années. Mais Isabelle aussi, ce qui se passe, c'est que ça n'est pas le procès des instituts de sondage américains. Est-ce qu'ils sont nuls? Enfin, jusqu'à la semaine dernière, on disait Joe Biden a 10 points d'avance, c'est stable, jamais un candidat n'a eu autant d'avance depuis 1936. J'ajoute qu'en plus, ça paraît d'autant plus simple qu'on sait très bien que ce qu'il faut sonder, ce sont les quelques États clés où ça se passe. Ça sert à rien d'aller faire des sondages en Californie, donc c'est la Pennsylvanie, enfin c'est toujours les mêmes. Oui, juste avant les sondages, pour revenir sur ce qui était dit à l'instant, je pense qu'une des grandes leçons des dernières choses, c'est la résilience effectivement du système politique américain. Juste pour terminer là-dessus, c'est remarquable, contesté d'en haut, de l'intérieur et d'en haut, tout au long de la procédure. Ce qui est remarquable, c'est qu'elle ait fonctionné aussi bien, qu'elle soit aussi et qu'on aura un président en bout de course. Et qu'on aura un président en bout de course. Et pour la question des sondages, vous avez raison. Alors on attend encore, parce qu'il y a plein de chiffres qu'on n'attend encore. Par exemple, le vote populaire peut encore beaucoup changer, puisqu'on a regardé les projections des chaînes basées sur le nombre d'électeurs que chaque candidat devait avoir pour devenir président, mais il nous reste par exemple l'État de la Californie, de New York, à comptabiliser en termes de vote, et on sait que Joe Biden en aura beaucoup. Donc à quel point est-ce que les sondeurs auront eu tort? Il faudra attendre sur ce vote-là quelques jours pour le savoir. Pour les États clés, vous avez raison, ce que ça nous apprend, par exemple, les États qui sont tombés assez longtemps après Michigan, Wisconsin, le fameux mur de la rouille, c'était des votes qui étaient clairement État par État très favorables à Joe Biden. Donc les écarts se resserrent encore, puisqu'on comptabilise les votes par correspondance en ce moment, mais clairement, il y a eu des erreurs. Encore une fois, une partie de l'électorat qui n'arrive pas à entendre, une partie de l'électorat peut-être qui ne s'exprime plus, et puis on parle aussi de leur façon matériellement de faire leur sondage, d'appeler ce qu'ils appellent sur un téléphone fixe. Enfin, je pense les gens sont difficiles à joindre sur les portables. Ouais, on n'a plus très souvent un fixe à la maison. Donc il y a pas mal de questions pour les sondeurs américains, encore une fois, qui ont eu du mal à entendre le vote de Donald Trump. Pascal Boniface, Mélissa Bell disait comme ça, Joe Biden, il a largement gagné le vote populaire. Le vote populaire, c'est-à-dire qu'en nombre de voix, il est très loin devant 4 millions. Pour l'instant, on compte 4 millions de voix d'avance. Voilà, personne ne s'en est... Enfin, le principe un homme, une voix, qu'on a en Europe, en France, pourquoi ne l'applique-t-on pas aux États-Unis? Parce que c'est leur système, c'est un pays fédéral, c'est la tradition, ils y sont attachés. Alors peut-être qu'un jour ils se diront ça pose trop de problèmes, notre image, et on l'a commencé à voter le 18 septembre, on va voter jusqu'au 3 novembre. C'est des choses qui sont effectivement un peu difficilement compréhensibles pour nous. Mais les Américains, c'est leur système, ils y tiennent. On peut dire, est-ce que c'est normal que le Wyoming, qui fait un peu moins de 600 000 habitants, a 2 sénateurs, comme la Californie qui a 39 millions d'habitants. Donc c'est quand même là effectivement, parce que le Sénat ça va compter. On parle de la présidentielle, mais le Sénat va rester républicain. Donc Biden n'aura pas tout à fait les mains libres. Mais pour l'instant, ça n'a jamais été contesté, une fois encore, avec beaucoup d'élégance. Al Gore admet sa défaite en disant c'est le système américain. Alors Joe Biden donc, a réussi à reconquérir plusieurs États industriels que Donald Trump était parvenu à remporter en 2016. C'est notamment le cas du Michigan, bastion de l'automobile. Cela veut-il dire que les démocrates ont réussi à séduire la classe ouvrière? Eh bien regardez ce reportage à Détroit de Romain Besnénou et Stéphane Lopez avec Magali Lacrose. Chacun sa chanson. À chacun son président. Démocrates contre républicains dans les rues de Détroit hier, un boulevard les sépare, à l'image d'une Amérique fracturée par une élection interminable. Joe Biden gagne d'une courte tête ici dans l'état du Michigan à 50,5%, mais dans un camp comme dans l'autre, le dialogue est rompu. Ce sont des actes terroristes qu'ils commettent ici dans notre grand pays, que ces gens disent soi-disant protégés, alors qu'en fait ils sont là pour remettre en cause des votes légaux. J'ai voté Joe Biden parce que s'il avait été président, il n'aurait jamais fermé les industries d'ici comme Trump l'a fait. Trump nous a fait des promesses et il les a tenues. Il avait dit qu'il voulait se battre pour nous et il l'a fait pour nous. C'est pour ça qu'on est là. Détroit est encore aujourd'hui très marqué par la crise des subprimes et la faillite de son industrie automobile en 2008. Plus de la moitié de sa population a fui la ville depuis les années 50. Le taux de chômage est l'un des plus élevés des États-Unis. Alors en 2016, Donald Trump en a fait un argument de campagne. Les emplois dans l'automobile augmentent légèrement de 4% entre son investiture et fin 2019, et la crise sanitaire est arrivée. Pour beaucoup d'ouvriers ici, ce qui compte,
compte, c'est d'avoir eu l'impression que Trump s'était battu pour eux. Et pour Chris, employé chez Ford, de pouvoir garder ses 2 voitures. Je vais regarder les niveaux. Ma femme, elle ne vérifie jamais. C'est une ville d'ouvriers ici. C'est mon point de vue, mais 99% des gens que je connais votent Trump. Le président a fait en sorte que nous retrouvions du travail dans les usines. Il a aidé l'industrie sidérurgique pour qu'on soit compétitif avec la Chine. Et honnêtement, j'ai vu l'économie redémarrer un peu. Dans la banlieue de Détroit pourtant, les responsables de la banque alimentaire sont en alerte. De plus en plus de familles viennent demander de quoi se nourrir. Dans le Michigan, la demande a augmenté de 45% depuis le début de la pandémie. Il y a beaucoup de chômeurs dans le Michigan. Tout ça, c'est à cause de la crise du Covid. Vous voyez, chaque personne qui vient ici nous appelle pour nous dire ce qui leur manque. Certains sont retraités, d'autres ont des handicaps, ils ne peuvent pas travailler, mais d'autres encore ont perdu leur emploi à cause de la crise sanitaire. Nous ici, on est là pour les aider, on est ouvert 24 heures sur 24. L'équipe de Donald Trump a déposé mardi un recours pour arrêter le dépouillement dans le Michigan, qui a peu de chances d'aboutir. Alors, question téléspectateur, Nicole Bacharan, le chômage repart à la baisse. Quel est le bilan de Trump en matière d'industrie? On a beaucoup dit, Nicole Bacharan, que Donald Trump, il avait su parler à ces ouvriers du Michigan qui avaient perdu leur boulot, qui avaient perdu leur usine. C'est d'ailleurs Arnaud Montebourg, je le cite, qui ne peut pas être suspecté d'être de Trumpisme, enfin en tous les cas il s'en défend, qui dit la stratégie de Trump, c'est de protéger les classes populaires. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que Donald Trump a annoncé en 2016, et c'est vrai qu'il a su leur parler. À tous ces gens qu'on vient de voir dans le reportage, et dont certains ont voté Trump, d'autres ont voté Biden, beaucoup avaient voté Obama. Et ils avaient notamment remarqué qu'en 2009, l'administration Obama a sauvé l'industrie automobile à Détroit en injectant 80 milliards dans Chrysler, General Motors et en nationalisant brièvement ces entreprises pour remettre les comptes au propre, si j'ose dire, mais au prix de beaucoup de licenciements. Donc l'industrie automobile, elle marche bien dans la région, mais il n'y a pas beaucoup d'emplois qui sont revenus. Et c'est vrai que Donald Trump a dit en 2016, le problème ce sont les accords commerciaux, le libre-échange, qui font que l'acier venu de l'étranger coûte beaucoup moins cher, que les usines partent vers le Mexique. Et évidemment, c'est quelque chose que l'on peut tout à fait entendre. Et puis Donald Trump a validé aussi, d'une certaine manière, un mode de vie, en disant à tous ses ouvriers, mais ce que vous faites, c'est important, c'est une tradition, il n'y a pas à en avoir honte, non, vous n'êtes pas des pollueurs, non, vous n'êtes pas des gens qui appartiennent au passé, et on peut préserver votre mode de vie. 4 ans plus tard, il semble qu'il y ait des soutiens fidèles, mais que beaucoup aient été déçus, parce que la réalité, c'est que le monde a changé, que beaucoup de produits aux États-Unis sont devenus trop chers à l'échelle mondiale, et finalement, pas beaucoup d'emplois nous sont revenus entre 2016 et 2020. Et on voit aussi que ce qui compte maintenant, c'est la question sanitaire. Il y a les électeurs de Trump qui pensent qu'il faut faire passer d'abord l'économie, et ceux qui pensent qu'il faut faire passer d'abord la lutte contre la pandémie, avec des questions cruciales, par exemple, comme le congé maladie payé. C'est pas du tout acquis pour la plupart des Américains, et donc l'inquiétude face à l'épidémie et la légèreté dont Donald Trump a fait preuve dans la gestion de cette pandémie, font qu'il a quand même perdu des points, il reste majoritaire, semble-t-il, mais il a perdu des points parmi ces ouvriers blancs de la région du Michigan. Pascal Boniface, est-ce que quand même Donald Trump finalement a su parler à cette classe ouvrière du Michigan, a su réincarner ce rêve américain pour une classe moyenne qui a l'impression de vivre, qui redoute le déclassement? Eh bien, qui est déclassé, parce que la proportion de la classe moyenne a fortement diminué. Ça date pas des 4 ans, d'ailleurs, c'est sur une longue période, depuis les années 90, du fait de la globalisation et de la perte de marché. Déjà, dans les années 80, l'industrie automobile était partie de Détroit. Il y avait un slogan qui était « Le dernier qui quitte la ville éteint la lumière ». La concurrence japonaise, à l'époque,
Maintenant, sa concurrence chinoise. En fait, on disait il y a 30 ans, 40 ans, la même chose sur les Japonais que ce qu'on dit sur les Chinois, qui venaient concurrencer cela. Et donc, effectivement, le rêve américain, c'est avoir qu'un chef de famille puisse faire vivre toute sa famille, payer des études en empruntant un peu aux enfants. Tout ça, ça s'est évaporé parce qu'il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie, d'autres qui sont dans la misère, et au milieu, la classe moyenne qui avait régulièrement grossi pendant les années de croissance, etc., elle s'est rétrécie. Et c'est ça qui est important. Alors, Trump a su leur parler, ce que ne savait pas faire Hillary Clinton. Parce que Hillary Clinton parlait à Hollywood et aux GAFA, mais pas à la classe ouvrière. Et donc Trump a su leur parler, mais il n'a pas ramené les emplois. Il n'y a pas plus d'emplois. Obama avait ramené les emplois. Mais Trump, il a beaucoup parlé, il a beaucoup attaqué la Chine, il a beaucoup attaqué le Mexique, le Canada, mais il n'y a pas plus d'emplois. Il y a même eu encore, au cours de son mandat, une perte d'emplois industriels. Olivier Piton, j'ai cité Arnaud Montebourg parce qu'on a l'impression que la gauche américaine, un peu comme la gauche française, a perdu quand même ce vote ouvrier, cette classe populaire. Vous savez, c'est Pierre Mauroy qui disait le haut parti socialiste, on n'ose plus employer le mot ouvrier, comme s'il était devenu sale. Est-ce que ça s'applique aussi, cette critique, au Parti démocrate? Voilà. C'est vraiment la question à $1000 et je dirais que c'est très intéressant parce que j'ai effectivement le sentiment que au bout du compte, ce qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis avec une radicalisation des conservateurs et aussi, on pourra peut-être en parler, une radicalisation des progressistes, on assiste exactement au même phénomène partout en Occident. C'est-à-dire que ce qui me frappe, moi, dans cette campagne, c'est que finalement, la question sociale a explosé, évacué, détruit la question raciale. Ce qui en ressort, c'est que les gens ont beaucoup moins voté comme la gauche le prévoyait en fonction de sa couleur de peau, de son genre ou de ses caractéristiques physiques ou sexuelles, et davantage par son portefeuille. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que Joe Biden, en l'état, a été un excellent candidat puisqu'il est d'extraction modeste et qu'il a récupéré une partie de l'électorat blanc ouvrier, ce qu'on appelle les cols bleus, puisque la moyenne des blancs qui avaient voté Donald Trump en 2016 a baissé de près de 10 points. On est passé, en tout cas chez les blancs, que ce soit les hommes ou les femmes, de 62 à 52 points. En revanche, ils montent ailleurs. Donc c'est vraiment la question sociale. Et oui, c'est une question qu'il faut se poser très vite pour finir. Pour l'ensemble des partis politiques, aujourd'hui, comment parle-t-on aux exclus? Que va-t-on leur dire? Et quels espoirs, quels messages allons-nous pouvoir leur passer, sachant que la mondialisation, d'une certaine manière, a bloqué, a paupérisé ces populations, et que Donald Trump a effectivement en partie échoué dans sa volonté de relocaliser, de réindustrialiser le pays. Mélissa Bell, quel président ferait, on est obligé d'employer toujours le conditionnel, Joe Biden? D'abord, techniquement, est-ce que le fait qu'il soit mal élu pourrait peser sur sa capacité à agir? Et puis après, j'avais une sous-question, mais peut-être qu'on va y aller dans l'ordre. Oui, c'est sûr. Je pense que ce qui est en train de se passer, le problème, c'est qu'effectivement, une des grandes leçons, mais aussi surprise de ce scrutin, c'est la force, c'est la taille du vote encore pour Donald Trump, malgré tout ce qui s'est passé ces dernières années. Ce qui témoigne d'une fracture très grande qui continue, du fait aussi, je pense, et vous y avez fait allusion, les Américains, c'est vrai, votent beaucoup par rapport à des questions économiques. C'est quelque chose qui compte, c'est l'économie stupide. Ça fait des décennies qu'on le dit. Et avant le Covid, Donald Trump avait une économie qui fonctionnait bien. Il pouvait se vanter de ce qu'il avait fait pour l'économie. Les marchés se portaient bien, plein emploi. C'était un bilan qui était très positif. Après, est-ce qu'il avait été lancé par Obama et continué par Trump? On s'en fout. Ça lui permettait, auprès de son électorat, quelque part, de vendre la chose qu'il souhaitait vraiment. Donc, bien sûr que ça fonctionne. La crise du Covid était un petit peu la pire crise qui puisse arriver, et on comprend bien qu'il avait essayé de la nier, puisque ça renversait un petit peu un bilan économique sur lequel il aurait pu se battre de façon beaucoup plus convaincante qu'il n'a pu le faire à cause du Covid, bien sûr. Et pour revenir sur le fait que Joe Biden, s'il est élu, pardon, donc oui, pour revenir à la question, le fait qu'il soit élu ric-rac, est-ce que ça va empiéter sa capacité à agir? Donc le problème, c'est surtout qu'avec ce discours de Donald Trump sur les fraudes, sur cette remise en question du système, le problème, c'est comment est-ce que ses partisans vont accepter ce résultat. Joe Biden, donc, qui essaie de naviguer un chemin assez difficile entre respect du système, attente des résultats qui lui permettent de savoir qu'il est le vainqueur,
vainqueur et commencer à parler au pays comme un vainqueur et à garder un petit peu le contrôle de ce qui est dit, a déjà dit « je serai le président de tous les Américains, pas seulement de ceux qui ont voté pour moi ». Mais est-ce que les partisans de Donald Trump seront prêts à l'entendre? Je pense que beaucoup dépend des chiffres qui continuent de sortir, parce que c'est ce qui définira la marge de manœuvre de Donald Trump, sa stratégie légale et donc sa capacité à continuer à véhiculer un message qui pourrait les faire douter de la légitimité du scrutin et éventuellement de la présidence de Joe Biden. Nicole Bachar, on parle beaucoup de l'hystérisation du côté républicain avec Donald Trump. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une radicalité, comme en miroir d'ailleurs du côté démocrate, et est-ce que ça ne risque pas de poser un problème à Joe Biden, qui pourrait être prisonnier de la frange la plus extrême de son parti, tant sur le plan économique, on se souvient qu'il y a des Warren Buffett, Elizabeth Warren qui s'affiche quasiment socialiste, qui réclame un ISF, et puis il y a une autre frange aussi ethnique qui considère que l'Amérique a trop longtemps été dominée, qui estime que tous les malheurs du monde viennent de ce que l'Amérique est dominée par les Blancs, quoi. Oui, vous avez complètement raison, il ne faut absolument pas évacuer cet aspect des choses. Il y a une radicalisation de la gauche du Parti démocrate. Et c'est vrai que là, pour le coup, Joe Biden a joué ça finement, parce qu'il a vraiment tendu la main aux électeurs de Bernie Sanders, aux équipes de Bernie Sanders, et qui ont travaillé ensemble pour finir d'élaborer le programme du candidat Biden, qui a retenu certaines choses, on a laissé d'autres, et le programme actuel de Biden, après il fera ce qu'il pourra, s'il est effectivement le président, est nettement plus à gauche que ce qu'il n'était au départ, notamment sur le plan social, sur le plan des investissements dans les infrastructures, sur la question des salaires, etc. Mais au fond, la radicalisation de la gauche du Parti démocrate, elle est plus encore culturelle que économique. Et la partie culturelle, elle est inaudible pour les électeurs de Donald Trump. Si on parle salaire, couverture santé, on peut peut-être se comprendre. Mais si on parle de tous les malheurs du monde viennent du patriarcat blanc, il faut nettoyer sa manière de s'exprimer parce que sinon on manque de sensibilité vis-à-vis de tout un tas de catégories de plus en plus fines, de plus en plus pointues. Et ça, c'est un débat qui a lieu dans les universités américaines, qui a lieu dans la presse, mais qui touche quand même peu la population générale. Et c'est vrai qu'à cet égard, Joe Biden est un homme du passé. Il se fait reprendre parce qu'il s'exprime mal sur certaines de ces questions qui ont à voir avec l'origine ethnique ou avec l'orientation sexuelle. Et vraiment, il ne faudrait pas que ça aille trop loin sur la gauche si jamais on veut trouver un pont avec les gens qui sont de l'autre côté et qui ont manifesté très fortement à 50% dans l'électorat qu'ils voulaient rester de l'autre côté. Ils n'adorent pas forcément tous Donald Trump, mais ils se sentent en fait rejetés par les démocrates d'aujourd'hui. Alors on l'a dit, toute la planète a les yeux rivés sur les résultats des élections américaines. En 4 ans, Donald Trump a bousculé la relation entre les États-Unis et le reste du monde, faisant de la Chine sa cible favorite et n'hésitant pas à maltraiter ses alliés. Vous voyez ce sujet d'Emilien David et Laura Callot. Il avait promis de rendre sa grandeur à l'Amérique, mais aussi de redéfinir le rôle des États-Unis dans le monde. À peine élu, le président américain a annoncé une politique internationale à la sauce Donald Trump, alignée sur son mantra « America First, l'Amérique d'abord », surtout quand il s'agit d'économie. Il est temps de remettre de l'ordre dans les pires accords commerciaux jamais conclus par n'importe quel pays dans l'histoire. Premier pays dans le viseur de Donald Trump, la Chine, qu'il accuse de concurrence déloyale et de vol de propriété intellectuelle. Après de multiples menaces, il lance les hostilités et surtaxe la deuxième puissance économique du monde dès mars 2018. La guerre commerciale est déclarée. Je suis l'élu. Quelqu'un devait affronter la Chine, alors je le fais. Si je m'attaque à la Chine sur les échanges commerciaux, on gagne. Parce que nous sommes la tirelire du monde. Tous les pays veulent profiter de nous et nous voler. La Chine réagit et applique à son tour des sanctions économiques sur les produits américains. Lorsque l'on porte atteinte aux droits légitimes de la Chine, alors la Chine exerce les représailles nécessaires.
Mais après 2 ans d'escalade, un accord est signé en janvier dernier. Donald Trump ferme dans les négociations, à l'image de ses célèbres poignées de main avec les dirigeants du monde entier. Comme lorsqu'il broie celle du Premier ministre japonais, rictus de douleur de Shinzo Abe. Le message du président américain est clair, c'est lui qui mène le jeu. Et il n'hésite pas à faire cavalier seul. En 2018 par exemple, il retire les États-Unis des accords sur le nucléaire iranien. Et quand la Corée du Nord se montre menaçante en multipliant les essais nucléaires, Donald Trump redouble d'agressivité. La Corée du Nord ferait mieux de ne plus proférer de menaces envers les États-Unis. Ils se heurteront au feu et à la fureur, comme le monde ne l'a jamais vu. Malgré les menaces, une rencontre aussi surprenante qu'historique a lieu avec Kim Jong-un en Corée du Nord. Cette action est une expression de la volonté d'effacer un passé malheureux et d'écrire un nouvel avenir. Un accord de dénucléarisation a été signé, mais la Corée du Nord continue malgré tout ses démonstrations de force. En octobre dernier, elle affichait comme un pied de nez ce missile balistique intercontinental lors d'un défilé militaire géant. Autre fait diplomatique historique, cet accord d'entente entre Israël et les Émirats arabes unis, conclu à la Maison-Blanche en septembre dernier. Donald Trump se voit un pourvoyeur de paix, mais refuse d'être le gendarme du monde. En septembre 2019 par exemple, il décide de désengager subitement 12 000 soldats américains de Syrie, malgré les protestations de ses alliés comme la France. Turkey, Syria. Laissons la Turquie et la Syrie s'en occuper. Nous voulons faire revenir nos troupes de ces guerres sans fin. Car nous sommes comme des forces de police là-bas. On n'est pas en train de se battre, on fait la police. Encore une fois, l'Amérique d'abord pour Donald Trump. Comme lorsqu'il décide à peine élu de se retirer des accords de Paris sur le climat, des accords que Joe Biden a promis de réintégrer s'il était élu. Bien, justement, question téléspectateur, en quoi l'élection de Biden serait-elle un avantage pour l'Europe et la France, Pascal Boniface? Les Européens vont respirer parce qu'ils étaient tous fatigués de Trump, qui n'avait pas arrêté de dire que l'OTAN était obsolète, que l'Union européenne est un ennemi, donc on dit quand même les mots ont un sens, et donc non seulement on se rappelle des joutes entre Macron et Trump, mais c'était pareil dans tous les pays européens, et Mme Merkel ne pouvait plus supporter Donald Trump. Donc le fait d'avoir quelqu'un simplement courtois et poli, et qui va rappeler la valeur de l'alliance, ça va faire baisser les tensions, ça va vraiment calmer tout le monde. Est-ce qu'on ira de nouveau une idylle entre l'Europe et les États-Unis? Non, parce qu'il y a des dossiers sur lesquels on n'est pas d'accord, notamment sur le plan commercial. Mais il faut aussi savoir que la politique étrangère de Trump était populaire, parce que Trump a mis fin aux guerres. Il a mis fin aux guerres sans cesse et les Américains disaient c'est vrai, on intervient partout, en fait tout le monde profite de nous et nous, chez nous, on a des problèmes. Donc il y avait ce sentiment-là un peu dû à la guerre d'Irak, dû aux interventions malheureuses, que les États-Unis consacraient trop d'énergie, trop d'argent aux causes extérieures et qu'il fallait s'occuper d'abord des États-Unis. Et ça c'était populaire dans les électeurs américains. Mais donc il y a des pays qui vont regarder Trump. Israël, l'Arabie Saoudite, mais sinon la plupart des pays poussent vraiment un grand soupir de soulagement, sauf la Chine, parce que l'hostilité à la Chine que Trump avait manifestée sera reprise par Biden, parce que c'est structurel dans le duel pour le leadership mondial que se livrent désormais Pékin et Washington. Olivier Piton, dans les capitales européennes, on va sabler le champagne si Joe Biden devait être élu président de la République des États-Unis, président des États-Unis, pardon. Oui, on va probablement, effectivement, en savait même plusieurs. Avec la difficulté qui va se poser assez rapidement, c'est de croire que Donald Trump a juste été une parenthèse, un méchant rêve, un cauchemar, et que cette espèce de monde merveilleux où le papa-maman américain va revenir protéger les Européens avec le parapluie nucléaire, prendre soin de nous, que tout va recommencer comme avant. Or, on sait très bien que ça n'est pas la réalité. Même Joe Biden, sur un certain nombre de sujets, a démontré que de toute façon, la ligne prise par Donald Trump, et pour être tout à fait honnête, avant lui par Barack Obama, allait se poursuivre, notamment le grand basculement du paquebot américain vers la Chine et le retrait, la désaffection
progressive des Américains vis-à-vis de l'Union européenne. Quant à si vous voulez, sur le changement de style, effectivement, il y en aura un. Sur la dureté de la compétition avec les Américains et sur le fait que les Européens vont devoir enfin s'autonomiser, ce qui est d'ailleurs aussi bien le propos d'Angela Merkel que d'Emmanuel Macron, on est effectivement au début du commencement de la prise de conscience. Et même un Joe Biden ne changera pas la donne. Les États-Unis et l'Europe sont en train de se séparer, tout simplement parce que les États-Unis aujourd'hui ont d'autres priorités. Nicole Bacharan, c'est que donc finalement Joe Biden n'y changera rien de ce point de vue. L'Amérique, qui était ce grand partenaire militaire au sein de l'OTAN, qui était cette alliance militaire, cette OTAN, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, il est en état de mort cérébrale. Ça veut dire que dans ce monde violent, multipolaire, l'Europe est toute seule pour se défendre. Et pour reprendre l'expression d'Angela Merkel, que ce soit Biden ou Trump, il est temps que nous prenions notre destin en main en Europe. C'est ça que ça veut dire ? Oui, ça c'est une évidence et Olivier Piton a totalement raison. Le monde de 2020, où Joe Biden sera probablement le président, n'est pas celui de 2016, quand il a quitté la Maison-Blanche avec Barack Obama. Et c'est vrai qu'avec la présidence de Donald Trump, les membres de l'OTAN ont bien compris qu'on ne pouvait pas faire une confiance durable aux États-Unis. Et que ce que faisait un président américain, les engagements qu'il prenait, le président suivant pouvait les défaire. Donc ce monde d'une Europe protégée par les États-Unis, voilà, il ne va pas durer, il ne peut plus vraiment exister. Sauf que la réalité, c'est quand même que la puissance militaire américaine est absolument indispensable à la sécurité européenne. Même si les Européens font plus d'efforts, c'est pas demain la veille, pardonnez-moi la trivialité de l'expression, qu'ils pourront remplacer la force militaire américaine, même au niveau de la sécurité de l'Europe. Ça veut dire que nous sommes des obligés des États-Unis, c'est ce que dit la ministre de la Défense allemande, la AKK, qui dit « ne nous leurrons pas, seuls nous n'y arriverons pas, nous avons besoin du grand frère américain, dont nous sommes les obligés ». Il ne faut pas que Donald Trump rêvait de sortir de l'OTAN, et que s'il avait un deuxième mandat, je ne vois pas bien qu'il renonce à ce rêve. Il déteste les Européens, il déteste cette alliance, il n'y voit que, un peu bêtement j'ai envie de dire, que de l'argent à dépenser, alors que les Américains ont pour le coup besoin d'alliés, parce que nous sommes en Europe les seuls vrais alliés de l'Amérique. Et si beaucoup de capitales européennes pousseraient un soupir de soulagement en voyant arriver Joe Biden, il ne faut pas oublier qu'un bon nombre d'autocrates préféreraient garder Donald Trump, je pense notamment à Erdogan, à Poutine et à Duterte aux Philippines, à Bolsonaro au Brésil. Donc le fait que l'Amérique ne soit plus l'ami des démocraties, ça change pour l'Europe et ça change fondamentalement quelque chose dans l'équilibre du monde. Si l'Amérique ne change de côté, le monde qui a été porté sur les fonds baptismaux par Franklin Roosevelt, Harry Truman et d'autres après 1945, cas un cas pour avoir un ordre international qui a bien sûr connu bien des crises, ce monde-là, avec Donald Trump, il disparaîtrait. Mélissa Bell, avec Joe Biden, est-ce que retisser le lien Europe-États-Unis sur des sujets centraux comme le réchauffement climatique, on a vu que Joe Biden a dit on réintègre les accords de Paris, ou sur le rapport à la Chine qui va devenir au XXIe siècle la première puissance mondiale, ce sont quand même deux points clés. Oui, bien sûr, qu'il le tweet déjà, ça montre à quel point il est convaincu de la nécessité de ça. Je parle de l'accord de Paris, donc c'est un des grands exemples où effectivement on aura l'impression que les États-Unis sont de retour dans des cadres internationaux sur certaines questions, bien sûr, mais je suis assez d'accord avec le reste. Je pense que sur le fond, les deux crises qui menaçaient un peu l'Union européenne il y a quelques années, le Brexit et l'arrivée de Donald Trump, ont été plutôt une opportunité. L'Europe s'est affranchie diplomatiquement, le monde a changé depuis, elle s'est unifiée sans doute plus qu'elle l'Union européenne, je veux dire qu'elle n'avait réussi à faire jusque-là, et donc c'est un monde tellement différent aujourd'hui que bien sûr que ça ne sera pas comme avant, mais il y a une différence entre la forme et le fond. Sur le fond, peut-être que beaucoup de choses ne changeront pas, à part, je disais, ces accords, par exemple, sur celui de Paris notamment, mais sur la forme, le monde aura moins affaire à une imprévisibilité totale de la politique étrangère américaine. Donc je pense que c'est plutôt ça qui sera frappant dans son changement. Mais on retient ce que vous dites, ce que vous avez dit, face à l'adversité, finalement l'Union européenne s'est redressée et s'est mis une colonne vertébrale. Je suis curieuse de savoir ce qu'on pense face au Brexit,
et à Donald Trump. Ah non, c'est vrai que ça a été une impulsion nouvelle. En fait, Trump c'est pas Jean Monnet, mais il a quand même aidé à l'unification européenne. Et le Brexit a plutôt été aussi une opportunité. S'il y avait eu le Brexit, on n'a pas le plan de relance qu'on a adopté pour la crise du Covid-19, et il y a plutôt un frein. Donc en fait, ces deux événements ont plutôt stimulé les Européens pour plus se prendre en main. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, Trump peut-il finalement gagner ces élections? Olivier Piton, vous qui observez à la fois le vote et qui est un fin connaisseur du système judiciaire américain. Alors, déjà sur le côté fin connaisseur, on va mettre beaucoup de guillemets parce qu'on entre dans un no man's land total, donc personne n'est fin ni n'est connaisseur en la matière. En résumé, pour aller extrêmement vite, il y a deux voies extrêmement ténues pour Donald Trump pour tenter de l'emporter sur tapis vert, puisqu'il est évident que d'ici quelques heures, 24 heures au plus tard, les 1 ou 2 États qui restent encore en suspens vont donner la victoire à Joe Biden. La première, c'est effectivement de gagner du temps, de faire un certain nombre de recours qui permettront de durer jusqu'au moment où, le 14 décembre, date à laquelle les délégués doivent normalement désigner le futur président, ne pourront pas le faire parce que les résultats n'auront pas été certifiés dans un certain nombre d'États. Il y aura des recours à l'échelon local et à l'échelon de la Cour suprême. C'est l'aide juridique, si vous voulez, c'est la stratégie judiciaire. Il ne faut pas oublier que Donald Trump, au cours de son mandat, on a beaucoup focalisé sur la nomination des 3 juges à la Cour suprême. Il a nommé plus de 200 juges durant toute sa mandature, à tous les échelons possibles. À chaque fois que le pouvoir exécutif pouvait nommer des juges, Donald Trump l'a fait. Il y a donc plus de 200 juges qui, normalement, devraient pouvoir le soutenir. Deuxième, donc, c'est la tentative ultime, c'est un peu une sorte de Floride à l'envers, 2000 à l'envers, c'est-à-dire qu'au bout du compte, la Cour suprême, plutôt que d'arrêter, de décider d'arrêter le compteur, déterminerait que les votes par correspondance arrivés après le 3 novembre ne peuvent plus être comptabilisés, et à partir de ce moment-là, décide que les votes légaux, comme le dit Donald Trump, lui permettent d'être réélus. Très honnêtement, très peu de chance, tout simplement parce que jusqu'à présent, les juges se sont montrés extrêmement limites. Et deuxièmement, la voix du Congrès, c'est-à-dire que c'est la Chambre qui se réunit et qui, en nommant un délégué par État, décide du président. Et à ce jeu-là, eh bien, il y a plus de délégués républicains que de délégués démocrates. Les chaînes américaines qui ont coupé Trump durant son discours ont-elles eu raison de le faire? Alors, Melissa Bell, vous, à CNN. O Mande.com é uma plataforma para gerenciar qualquer equipe e qualquer projeto, campanhas de marketing, gerenciamento de projetos. Vous l'avez pas fait. Non, on l'a pas Critiquez vos confrères. Nous, on a pris une autre stratégie qui était de le laisser parler de fact-check, qui est une stratégie qu'on a dû déployer dès le début de sa présidence et à laquelle on a eu recours pendant 4 ans. La nature de notre métier a changé, donc c'était de faire du fact-checking beaucoup plus que ça n'avait été beaucoup et d'établir quels étaient les faits et avec autant de transparence que possible pour expliquer aux gens que ça n'était pas une façon de voir la réalité, il y en avait une autre, qu'il y a effectivement une vérité, qu'on peut s'accorder sur les faits en les expliquant. Donc on a poursuivi cette stratégie, d'autres l'ont coupé, et je trouve que c'est assez frappant. Le danger de faire comme ça, c'est que ça peut aller dans le sens du discours qu'il essaie de tenir auprès de ses partisans, qui est qu'on essaie d'avoir son silence, on essaie de ne pas l'écouter, il n'est pas entendu. C'est le deep state qui lui en veut et à sa façon de voir le monde. Je pense qu'il est mieux de le laisser parler tant qu'on met en contexte ce qu'il est en train de dire. Et au début, personne n'était prêt. Aucune chaîne, aucun média social n'était prêt encore à ça. Donc il a fallu construire un petit peu le cadre pour donner le contexte qu'il fallait aux déclarations du président des États-Unis. On les a aujourd'hui. Les Américains ont-ils voté pour des projets politiques? Nicole Bacharan. Écoutez, ils ont surtout voté pour des projets économiques, à mon sens, même si les autres questions ne doivent pas être évacuées, parce que Donald Trump n'a présenté aucun programme. Et le Parti républicain n'a pas adopté de programme, ce qui n'était jamais arrivé, en tout cas dans ma mémoire, je ne vois pas. Le programme, c'est Trump. Voilà, le programme, c'est Trump, 4 ans de plus de Trump, en gros, voilà, le programme, c'est moi. Et attaché à cela, l'économie. Le discours de Donald Trump était de dire
j'ai bâti avant le Covid une économie florissante et je suis de loin le mieux placé pour rebâtir une économie florissante. Et d'ailleurs, ça a vraiment joué dans le vote, ça n'est pas négligeable. Et on voit que l'économie américaine, elle repart en dents de scie plutôt que dans une belle courbe parfaite, mais en tout cas, elle repart. Côté démocrate, il y a un programme. D'abord, chasser Donald Trump de la Maison-Blanche. C'était quand même l'argument le plus fort du candidat Biden. Mais ensuite, il y a des projets très construits en matière de climat, en matière d'assurance médicale, en matière fiscale. Joe Biden remontrait un peu les impôts pour les Américains les plus favorisés, en matière de hausse du salaire minimum. Donc il y a un aspect économique et social qui est important et qui a joué également dans le vote. Twitter pourrait-il fermer le compte de Donald Trump? Pascal Boniface, on s'est rendu compte pendant cette élection plus que jamais de l'importance des réseaux sociaux regardant le rôle des médias traditionnels. Alors, ils étaient déjà très actifs en 2016, puisque Donald Trump a bâti en grande partie son succès sur les réseaux sociaux, disant qu'il était victime des médias classiques, et donc tous les gens qui s'estimaient aussi victimes du système ont voté pour la victime. Alors, il y a eu des tweets qui ont été supprimés. Twitter a réagi, Facebook a supprimé un compte où il y avait 360 000 followers demandant d'arrêter le décompte, etc. Donc, alors, arrêter quand même le compte du président, il faudrait quand même qu'il aille un peu loin. Est-ce qu'il ira jusque-là? Ça serait quand même... Et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il ne s'en servirait pas, effectivement, pour se présenter comme étant la victime des GAFA, dont on sait qu'ils sont aux mains des démocrates, parce que ce sont les... De Californie, voilà, de la côte ouest. Jusqu'où ces Proud Boys sont-ils capables d'aller si Trump perd? Alors d'abord, mais Isabelle, c'est quoi les Proud Boys? Les garçons fiers? Alors, c'est un groupe sur lequel on s'est particulièrement focalisé cette dernière semaine parce qu'il en a été question pendant le premier débat. Quand Donald Trump a encore une fois été incapable de dénoncer le problème de la suprématie blanche, Joe Biden a parlé de ce groupe en particulier, c'en est un parmi d'autres. Eux, c'était un groupe qui avait commencé dans la suprématie blanche, qui sont devenus plutôt défenseurs des valeurs occidentales. Donc, ils sont contre l'immigration, profondément misogynes, mais ne disent plus être dans la suprématie blanche, c'est plutôt de la défense des valeurs occidentales. Donc on reste dans un groupe suffisamment extrémiste pour avoir été banni par plusieurs réseaux sociaux, ce qu'on a vu ces dernières semaines, c'est de plus en plus de gens, de milices ou de groupements dire qu'ils étaient prêts à se battre dans la rue. Je pense que beaucoup dépendra de la teneur de ce qui sort de la Maison-Blanche dans les jours à venir, de la rapidité et de la taille des résultats, de l'importance des résultats. Est-ce qu'ils vont avoir finalement la possibilité de descendre dans les rues, s'exprimer? Pour l'instant, ça n'a pas été le cas, mais si ça se poursuit trop longtemps, ça peut les encourager à descendre dans les rues pour manifester contre ce qu'ils entendent. Nicole Bacheron, la première mesure de Biden, s'il est élu, serait-elle de confiner tous les Américains? Non, il n'en a pas le pouvoir. Ça dépend beaucoup des gouverneurs et il n'a ni le pouvoir ni l'envie parce que la situation est très différente d'un État à l'autre. On a vu qu'à New York, le gouverneur Cuomo a vraiment tenu les choses de manière très serrée et que la situation de l'épidémie, pour l'instant, est relativement sous contrôle. On voit d'autres États où vraiment la pandémie flambe. Donc non, Joe Biden n'a aucune intention de confiner tous les Américains. Par contre, il a l'intention d'essayer d'établir des normes, notamment par rapport aux chiffres de l'épidémie, des normes de réaction, en quelque sorte, pour les autorités locales, de soutien aux autorités locales en matière financière, en matière d'équipement, et puis surtout de donner la parole à des scientifiques fiables qui, quand ils disent le masque, ça marche, et qui puissent être entendus à travers tout le pays, sans le président lui-même qui conteste la validité de cette mesure. Donald Trump a fait savoir que dans les jours qui suivraient l'élection, mais là il est visiblement occupé à autre chose, il voulait chasser, licencier le docteur Fauci, qui est certainement le médecin scientifique le plus estimé, en tout cas dans la population américaine, celui dont la voix porte, et qui forcément a contredit à maintes reprises le président. Disons qu'en matière de lutte contre la pandémie, l'obéissance aux règles sanitaires viendrait d'en haut et ne serait pas minée d'en haut. Trump est-il en train de faire un coup d'État, Pascal Boniface, où les institutions américaines montrent-elles
Non, les institutions l'emportent. L'armée ne va pas garder Trump ni la police, et donc non, Trump, il aimerait certainement faire un coup d'État, mais heureusement les institutions américaines, la démocratie américaine est plus forte, et même les coups très violents que Trump lui a portés ne peuvent pas la mettre à terre. Pourquoi le vote par correspondance est-il autant contesté par Donald Trump ? Pour des raisons purement électorales, alors on peut imaginer une stratégie où il imaginait dès le départ qu'il pouvait apporter des doutes sur le scrutin par rapport à ça, mais les faits sont que dans les États où historiquement on vote par correspondance et depuis très longtemps, il y en a deux en particulier, il n'y a aucune suggestion qu'il y a plus de fraude dans les votes par correspondance. Et on sait qu'il se doutait que c'était les démocrates qui voteraient plutôt par correspondance. En pleine pandémie, on le sait, c'est plutôt eux qui ont eu le message sur le fait qu'il fallait voter par correspondance. Donc c'était pour des raisons électorales. On imaginait que c'était l'électorat de l'autre parti qui allait voter comme ça. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci de votre fidélité. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement internet, disponible gratuitement. Rediffusion ce soir à 23h50. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission et à suivre. Vous restez sur France 5, bien sûr, à suivre, c'est à vous.